Bon, alors, on plonge directement dans le vif du sujet avec une phrase, une seule petite phrase qui, en 2007, a provoqué un véritable séisme. Ah oui, un séisme, c'est le mot. C'était lors d'un discours à Dakar. Le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, a déclaré, et je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Exactement. Et évidemment, ça a déclenché une polémique. Énorme. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour analyser ça, on s'appuie sur des extraits d'un livre au titre déjà très parlant, L'élu et le votant, Introduction à l'anthropologie politique africaine. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant la polémique en elle-même. Non, pas du tout. C'est la réponse de l'auteur. Elle est, elle est juste décapante. Ah oui, complètement. Parce qu'au lieu de simplement rejeter la phrase, il la prend au mot. Il la dissèque, il la retourne dans tous les sens. Et il en fait le point de départ d'une réflexion beaucoup plus profonde. C'est ça qui est fascinant. Alors, allons-y. Décortiquons ça ensemble. Allons-y. L'approche de l'auteur est assez surprenante au premier abord. Il ne crie pas au scandale, loin de là. Non, au contraire. Il dit « D'accord, prenons cette affirmation au sérieux 1 minute. » Il renvoie la question « Sur les 2 derniers millénaires, de quoi peut-on être fier ? Quelles sont les grandes réalisations africaines ?» Et il anticipe tout de suite la réponse. Il sait qu'on va lui parler des grands empires. Bien sûr, l'empire du Ghana, du Mali, le royaume zoulou. Exactement. Il ne nie pas du tout leur existence. Mais c'est là que sa pensée devient vraiment contre-intuitive. C'est-à-dire Tout. Le manque de traces. Le manque de traces matérielles. Il l'écrit noir sur blanc. Aucun vestige, aucun monument, même pas une seule stèle. C'est une affirmation qui est très forte. C'est même déstabilisant. Il donne un exemple très concret pour illustrer ça, non ? Oui, et c'est un défi assez malin. Il nous met au défi, nous lecteurs, de prendre une carte. Et de pointer l'emplacement exact de la capitale de l'Empire du Mali. Voilà, un empire immense, richissime, et pourtant, aujourd'hui encore, les historiens ne sont pas d'accord. Niani, Tombouctou, le simple fait qu'il y ait un débat là-dessus... est déjà un symptôme pour lui. C'est ça. C'est vrai que c'est troublant. Surtout quand on pense à la figure de son souverain le plus célèbre, Mansa Moussa. Là, l'argument devient vraiment imparable, je trouve. Ah, Mansa Moussa, l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, rien que ça. Son pèlerinage à la Mecque est légendaire. Il a distribué tellement d'or sur son passage. Qu'il a fait chuter le cours de l'or en Égypte pendant près de 7 ans. Faut imaginer le niveau de richesse, et c'est abstrait. C'est complètement inimaginable. Et donc, la question toute simple que pose l'auteur, c'est où est le palais d'un homme pareil ? Un palais qui aurait dû être en or massif, littéralement. Et pourtant, rien. Pas un aqueduc, pas un obélisque, pas une route, rien du tout. C'est exactement ça. Le seul héritage qui reste, au final, c'est quoi ? C'est le récit. Juste une histoire. Et dans ce récit, il y a un indice, selon l'auteur. Il met en opposition ce vide matériel avec les monuments qui, eux, ont survécu. Les mosquées. Les magnifiques mosquées de Djenné, de Tombouctou. Des bâtiments bien réels qui tiennent encore debout. Pour lui, c'est ça qui trahit qui étaient les vrais maîtres des lieux. Et il ajoute un contexte qu'on oublie souvent. Oui, un contexte crucial. À cette même époque, la traite négrière arabo-musulmane battait son plein. D'accord. Donc, premier point, le patrimoine matériel quasi inexistant. C'est déjà une idée assez forte. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'attaque à une autre idée, plus immatérielle. Oui, cette fameuse idée du retour aux sources. Le retour aux valeurs africaines originelles. Exactement. Et sa méthode est toujours la même. Il pose une question simple et directe. D'accord, mais à quelle époque exactement est-ce qu'on voudrait retourner ? J'imagine qu'aucune période ne trouve grâce à ses yeux. Aucune. Il les passe toutes en revue, de manière assez clinique. Le 19e siècle, peut-être. L'apogée de la traite négrière. Voilà. Il rappelle aussi ces villages indigènes en Europe, à Paris, en marge de l'exposition universelle de 1889. Des êtres humains exposés, des os humains. Il dit que c'était en fait de véritables marchés d'esclaves noirs. Pendant que le monde célébrait la Tour Eiffel, c'est glaçant. Difficile d'idéaliser cette période, en effet. Et le début du XXe siècle, pas beaucoup mieux, j'imagine. Pas du tout. C'est la colonisation brutale. L'époque où un Africain pouvait être enrôlé de force, comme chair à canon. Pour aller mourir dans les tranchées d'une guerre qui ne le concernait absolument pas. Et même là, il pousse encore plus loin. Il dit que même l'âge d'or, les empires précoloniaux, ce n'est pas un refuge. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que revenir à l'époque de Mansa Moussa, dit-il, c'est choisir d'ignorer la domination arabo-musulmane.
Il la qualifie de la plus ancienne, la plus ancrée et plus pernicieuse. Attendez, là, il va très très loin. Accuser une figure comme Mansa Musa, souvent vue comme un héros, d'avoir été complice de cette domination. C'est une accusation extrêmement grave. C'est sans doute le passage le plus provocateur de cette thèse, oui. Il s'appuie sur plusieurs indices. Les noms, d'abord. Moussa, Ali, Eladj. Des noms qui, selon lui, signent une allégeance. Et il suggère que leur pouvoir n'était pas si autonome. Il va jusqu'à les qualifier Dites-le. de premiers endocolons arabes. Endocolon. Le mot est terrible. Oui, des dirigeants locaux qui auraient facilité une colonisation de l'intérieur. C'est une relecture de l'histoire qui est, on peut le dire, totalement à contre-courant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Après une déconstruction pareille, on se dit, bon, mais où est-ce qu'il veut en venir? On a l'impression qu'il donne raison à la phrase de départ. Et c'est là que toute l'argumentation bascule. C'est le pivot. Il dit, oui, on peut admettre que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, mais à une condition. Laquelle? Si on s'interroge sur la définition du mot « histoire » lui-même. Le problème, pour lui, ce n'est pas l'homme africain, c'est notre définition de l'histoire, avec un grand H. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui reproche à cette définition? Il explique que notre conception de l'histoire, elle commence à un moment très précis. L'invention de l'écriture en Mésopotamie, il y a 5000 ans. Et tout ce qui s'est passé avant? Un terme un peu méprisant au fond. Comme si rien d'important ne s'était produit. C'est plus qu'une erreur, c'est une folie. Ce découpage arbitraire nous fait ignorer les inventions les plus fondamentales, celles qui ont vraiment fait de nous des humains. Le langage, le feu. Le langage articulé, la maîtrise du feu, l'invention de l'agriculture, de la morale, de la coopération, tout ça c'est la préhistoire. C'est là qu'il utilise une analogie que je trouve formidable. Ah oui, l'analogie du film. Expliquez-la. Il dit que juger l'humanité sur les 5000 dernières années, c'est comme critiquer un film de 2 heures en n'ayant vu que sa bande-annonce de 2 minutes. C'est tellement parlant. Toute la mise en place de l'intrigue, tout ce qui fait le cœur du film a eu lieu bien avant. La bande-annonce, c'est juste la partie avec le plus d'explosions. Ça recadre complètement le débat. On n'est plus en train de juger une civilisation, mais de se demander ce qu'on choisit de regarder dans l'aventure humaine. Et cette idée, il s'en sert pour parler de notre condition à tous aujourd'hui. Oui, avec une autre métaphore, celle du fourgon. Très puissante aussi. Il nous dit d'imaginer, on se réveille, on a été kidnappé, on est à l'arrière d'un fourgon qui roule à toute vitesse. On ne voit rien. Quelles sont les premières questions qu'on se pose? Spontanément, je dirais, qui m'a enlevé, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut? Voilà, les questions de survie, les questions de sens, les questions existentielles. Mais l'auteur dit que notre civilisation, elle, s'est concentrée sur d'autres questions. Oui. Comment fonctionne ce fourgon? Quel est son régime moteur? Comment en fabriquer un plus rapide? Il soutient que depuis 3000 ans, on met toute notre énergie à comprendre la mécanique du véhicule Le comment ça marche? et on a complètement délégué les questions essentielles, qui conduit, pour aller où, à ce qu'il appelle les livres saints. C'est une métaphore d'une puissance. L'idée que toute notre science, toute notre technologie se résume à analyser la carrosserie du fourgon sans jamais se demander qui est au volant. C'est angoissant. Et il y a ce détail, le détail de la nourriture. Ah oui. En fouillant, on trouve des provisions. Notre ravisseur veut nous garder en vie jusqu'à la destination. Mais ça ne résout rien, au contraire, ça rend la question encore plus terrible. Exactement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On nous garde en vie pour nous amener au paradis ou à l'abattoir? Et la destination reste le grand inconnu. On est obsédé par l'amélioration du véhicule, mais on ignore tout du trajet. C'est sa conclusion. L'humanité tout entière est passagère de ce fourgon. On a beau avoir des télescopes et des microscopes. Sur les questions fondamentales, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Notre niveau d'ignorance est total. Et c'est là qu'il conclut avec cette image très humble. Il dit que face à ces questions, nous sommes tous, scientifiques compris, au même niveau d'information qu'un vieux singe qui, du haut de sa branche, regarde pensivement un coucher de soleil. C'est vertigineux. Partir d'une petite phrase politique et arriver à cette interrogation sur la condition humaine. Le parcours est impressionnant. Absolument. Si on résume, cette analyse nous a fait passer de l'histoire de l'Afrique à la définition même de l'histoire, pour finir sur le but de la connaissance humaine. La thèse finale de l'auteur, c'est que notre civilisation est obsédée par la croissance, par le « comment ça marche ». Cette quête sans fin pour optimiser le fourgon. Nous détourne des questions de finalité. Tout en brûlant à toute vitesse les ressources finies de la planète, notre carburant. On est tellement concentré sur la mécanique qu'on a oublié de demander la destination. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. L'auteur suggère qu'on a externalisé les questions de sens tout en consacrant notre génie à perfectionner la machine. La question qui reste en suspens, c'est
Qu'advient-il d'une espèce qui devient experte dans la construction du véhicule le plus sophistiqué qui soit? Mais qui a complètement cessé de se demander qui est au volant et surtout quelle est la destination.